Bonsoir à tous et bienvenue sur Autocassette pour ce premier Face à la presse 2017. Bonsoir Maxime Picard. Bonsoir. Merci d'avoir accepté notre invitation. Vous êtes le directeur de la région Europe pour l'ensemble du groupe PSA et donc le responsable Europe des trois marques Peugeot, Citroën et DS. Vous avez 42 ans, ingénieur des mines, vous avez fait toute votre carrière chez PSA. Homme de terrain, d'abord à l'usine de Mulhouse à 24 ans, puis à Sochaux pour lancer la Peugeot 308, avant d'être appelé pour quelques années en Chine sur le site de Wuhan. Vous êtes promu à la direction générale de Peugeot en 2012 alors que le groupe rencontre de graves difficultés financières. 5 ans après, PSA s'est redressé et vous avez réussi la montée en gamme de Peugeot. Avec vous, nous parlerons bien sûr ce soir des trois marques, avec leur gamme, leur marché et bien entendu leur destin dans la grande révolution de la mobilité. Pour vous interroger, Christophe Bourroux d'RTL. Bonsoir Christophe. Bonsoir. Jean-Michel Normand du Monde. Bonsoir. Bonsoir Jean-Michel et Denis Astagnaud de France Inter. Bonsoir Denis. Bonsoir. Une question toute simple pour ouvrir la discussion. Comment se porte le groupe PSA en ce début d'année? Les chiffres sont tombés ce matin. Je vous laisse les donner et surtout les commenter. Nous avons effectivement eu le plaisir ce matin d'annoncer une hausse de nos ventes mondiales de 5,8% sur cette année 2016, ce qui constitue la troisième année successive de croissance des ventes du groupe, et donc une bonne nouvelle, puisque bien sûr cela contribue à cette stratégie de redressement, d'abord back in the race pour remettre le groupe sur pied, et puis maintenant push to pass pour accélérer sa croissance rentable. Vous avez vendu un peu plus de 3 millions de véhicules dans le monde, c'est cela? Voilà, nous sommes passés de l'autre côté de la barrière des 3 millions, on butait dessus ces derniers temps, on est passé de l'autre côté de cette barrière des 3 millions, une année encore passionnante où on a eu des surprises dans le monde entier, des zones où nous avons réussi à accélérer, des zones qui ont freiné. Donc c'est maintenant devenu commun d'avoir un monde dans lequel il faut être capable d'avoir toujours une zone qui rattrape les autres en difficulté. Et c'est bien un travail d'équipe que nous avons, qui nous a permis d'atteindre cette croissance. Denis Astagnaud. En gros, c'est la réouverture de l'Iran qui vous a profité. Vous vous rappelez certainement, Denis, il y a 4 ans, j'y étais, j'ai annoncé une baisse des chiffres pour la marque Peugeot moins double digit comme on dit, donc effectivement on avait perdu les volumes à cette époque, on a regagné maintenant, donc c'est important puisque c'est un pays, vous le savez, où on est fort, c'est un pays dans lequel on va pouvoir repartir et surtout c'est le premier pas d'une stratégie qui est beaucoup plus volontariste puisqu'on a bien 2 joint ventures que nous avons signé avec nos partenaires historiques, Iran Khodro pour la marque Peugeot et Saipa pour la marque Citroën, et donc au-delà de ces véhicules supplémentaires que nous comptons, nous allons industrialiser des gammes modernes pour nos deux marques, en n'oubliant pas que DS est déjà maintenant importé avec un partenaire local et donc vendu sur place de manière importée. Les Iraniens ne vous tiennent pas rigueur de les avoir quittés? Non, c'est comme une vie de famille, une vie d'amitié. Il y a des moments hauts, il y a des moments bas. Une pénalité. À un moment donné, on se retrouve surtout ensemble pour dire quel est l'intérêt de tout le monde. La marque Peugeot était très forte en Iran, elle est toujours là dans l'inconscient collectif et donc c'était dans l'intérêt de tous de leur donner de la force, des produits, en parallèle de le faire pour Citroën et puis également pour la marque DS avec des véhicules importants. On reparlera des zones géographiques dans un instant. Christophe Bourroux, une question toujours sur l'Iran peut-être? Non, juste sur l'Iran, le volume c'est quoi? C'est plus de 200 000 voitures? Oui, c'est ça, plus de 200 000 voitures, 260 ou 220 000, oui. Que nous avons déjà compté dans notre total de cette année 2016. C'est une banque américaine qui vous a accompagné en Iran pour ce retour vers l'Iran ou... Non, il n'y a pas une banque unique qui fonctionne. C'est d'ailleurs le point faible, c'est ce qui a été le maillon faible pour, on va dire, toute l'industrie. Tout le monde, pendant cette période compliquée que nous avons traversée. Donc aujourd'hui, il y a un certain nombre d'acteurs bancaires qui permettent de recréer ces flux, qui tout à coup permettent à cette activité de redémarrer. Jean-Michel Normand. Il y a un rétablissement indiscutable de PSA. Ce rétablissement, il est un peu déséquilibré, si j'ose dire. Vous avez d'un côté Peugeot, que vous avez mené pendant des années, qui se refait une santé, et même fait plus que se refaire une santé, parce que je crois que le profit et la profitabilité de Peugeot est pratiquement aujourd'hui par voiture comparable aux marques spécialistes. Et puis à côté, il y a Citroën qui est un peu résilient, qui est convalescent, et puis il y a une marque qui est un peu hibernatus, c'est DS, parce que DS, ça fait quoi,
4 ans qu'il n'y a pas eu de nouveau modèle. Comment est-ce qu'on peut gérer une reprise qui est quand même encore un petit peu déséquilibrée comme ça? C'est moins 16% en DS. Hein. Tout à fait. Ce que vous décrivez, c'est la vie normale d'une entreprise. Moi, quand je me rappelle, quand j'ai pris mon poste à la tête de la marque Peugeot, ce qu'on me disait, c'était un peu la version contraire. Citroën DS en pleine dynamique, Peugeot, on voit pas ce qui se passe. Comme quoi les cycles, ça va et ça vient. Et notre travail et notre valeur ajoutée dans une entreprise, c'est d'essayer que ces cycles soient les moins irréguliers possibles. Il est clair que la décision stratégique que nous avons prise de faire de DS une marque premium autonome a perturbé le jeu entre Citroën et DS. Aujourd'hui, on a deux marques qui ont des positionnements clairs, sur lesquels on sait très bien, et en particulier les produits qui vont venir dans les années qui viennent, qui seront attractifs. On voit la nouvelle C3, on voit une gamme VUL de véhicules utilitaires qui est vraiment exceptionnel pour Peugeot, mais pour Citroën également, et qui va permettre à Citroën de repartir de l'avant. Nous sommes à un point bas, clairement, du cycle produit, et donc prêts à repartir pour la croissance. DS, c'est un petit peu différent parce que on s'inscrit vraiment dans une démarche premium. Donc on va chercher des clients qui ne sont pas les clients à la limite qui ont acheté les premières DS. Des clients qui ont des attentes spécifiques, pour lesquels on monte un réseau spécifique, pour lequel on va avoir besoin d'équipes spécifiques et une relation client spécifique. Tout ça doit être prêt quand la deuxième génération de produits de DS, j'ai envie de l'appeler comme ça, va arriver, parce qu'encore une fois, ce sont des clients différents. Mais c'est pas avant 2018, les nouveaux produits DS. Ça va venir assez vite. Ouais. Ça va venir assez vite. Est-ce qu'une marque comme celle-là ne va pas s'abîmer en ayant pratiquement 4 ans de parenthèse comme celle-là? Vous faites un réseau, mais il n'y a pas de produit. On a toujours des produits dont les ventes s'érodent parce que il y a la question du temps qui joue, mais il y a aussi le fait qu'on la positionne où elle est. Donc effectivement, les prix sont en train de se rapprocher des benchmarks en matière de premium. Donc ça a aussi un impact, mais cette mise de fond, elle est juste incontournable. S'amuser aujourd'hui à jouer le chiffre pour que la baisse soit moins importante, voire qu'on fasse repousser les volumes sur DS, ça serait juste la tuer sur les années qui viennent. On l'a dit, on assume le fait que créer une marque premium, ça sera un projet de 10 ans, de 20 ans. On a des benchmarks dans l'industrie, on sait le temps que ça a pris. On va essayer d'aller un peu plus vite. Mais nous, c'est le qualitatif de tout ce qu'on fait qui prime par-dessus tout. Et donc, on assume des pertes de volume sans aucune difficulté à un moment. Sur DS, ce qui est compliqué, c'est que vous n'avez pas de SUV, qui est quand même le carton actuel dans toutes les marques. On voit même chez Peugeot, 3008 fait 60 000 commandes en près de 3 mois, c'est hallucinant. Et dans les marques premium. Et dans les marques premium, vous n'en avez pas chez DS. Ça manque cruellement. Il n'y en a pas chez Citroën. Chez Citroën. Il manque chez DS pour l'instant. Effectivement, vous savez qu'on a 3 produits sur lesquels on s'appuie, donc il manque des choses, en particulier des SUV, ça ne nous a pas échappé. Ça veut dire que les prochains, vous allez accélérer. Ça veut dire que ça fait partie, pour Peugeot, pour Citroën, pour DS, des priorités. Et dans les prochains lancements, vous aurez pas que ça. Parce qu'il y a encore des gens qui m'écrivent régulièrement, qui m'envoient des tweets en me disant « Et moi, la berline, redonnez-moi envie de rêver de ma berline, il y en a que pour les SUV. » Donc on va s'occuper d'eux. Mais on va constater le fait que maintenant c'est 30% des marchés en moyenne mondialement et que donc il faut avoir des offres. Et quand on fait des bonnes offres, comme la nouvelle Peugeot 3008, c'est vraiment un super segment pour faire des grands succès. Denis ? Pourquoi est-ce qu'il y a eu ce gap de plusieurs années dans les modèles DS? Est-ce que c'est dû à la crise que vous avez traversée et le fait qu'il y ait à un moment donné plus de recherche et développement pour de nouveaux modèles DS? Oui, bien sûr. Il ne vous a pas échappé qu'il y a maintenant 4 ans, on était, vous le disiez dans l'introduction, vraiment au bord du précipice. Ce sont des moments dans lesquels il faut effectivement limiter la capacité d'investissement et donc ça a donné lieu à un plan produit, un trou dans notre plan produit, pour le dire comme ça, dont nous sommes en train de sortir. Et donc maintenant, dans le cadre du plan Push to Pass, on a annoncé 28 nouveaux lancements dans l'horizon de notre plan, avec l'objectif surtout de la régularité. Notre plan Push to Pass, il est fait sur une gamme qui est plus concentrée, des modèles qu'on veut forts, mais on ne veut pas sous-segmenter l'ensemble du marché européen de plein de petites silhouettes spécifiques qui font des micro-volumes. On veut des véhicules forts, mais surtout un nouveau lancement par marque et par an, des choses beaucoup plus régulières et éviter les trous que nous avons subis, en tout cas que nous avons été obligés de gérer. Est-ce que dans la famille, est-ce que Citroën n'est pas un peu délaissé? On a l'impression, un peu que dans les familles, c'est-à-dire le premier, on parle beaucoup de l'aîné, on parle du dernier. Et on a l'impression qu'au milieu, Citroën a du mal à exister. Vous parliez d'un positionnement clair, on a du mal à le voir pour Citroën. C'est-à-dire qu'au départ, vous vouliez faire entrée de gamme, maintenant c'est un juste prix. Enfin bon, on voit pas très bien. Enfin, en tant que client, on n'arrive pas à y voir.
En fait, ce qui est intéressant sur ces questions de positionnement, c'est que souvent on essaye de mettre sur un axe qui s'appelle le prix, la valeur, et de dire t'es au-dessus, en dessous, à gauche, à droite. Bon, si vous voulez, c'est juste pas comme ça que les gens abordent les marques en général, mais les marques de tout. Donc nous, on est là pour faire un positionnement où on explique une marque, son univers, en quoi elle se différencie, ce qu'elle apporte de plus, et c'est ça que nous expliquons, en étant parfaitement conscient que ça prend des années pour que les gens le perçoivent. Ça prend quelques mois pour vous, spécialistes qui baignez dans l'automobile à longueur de journée, mais pour le client final qui pense automobile une fois tous les X années quand il rachète, ça prend du temps. Donc on sait que ça prend du temps. Ce qui compte, c'est que nous qui voyons le plan produit, le positionnement de la marque, on voit la cohérence qui va s'installer. On est conscient que ça prend du temps et d'ici là, on va expliquer, prouver, lancement après lancement, le montrer. Le fait que petit à petit, les doutes s'estompent, je n'ai pas de doute. Le fait qu'il y ait encore des doutes aujourd'hui, je le constate. Je me rappelle d'un très bon papier de Jean-Michel Normand l'expliquant. Il a expliqué dans son papier le positionnement de Citroën. Il a dit je comprends pas et après il l'a parfaitement expliqué. Donc je suis sûr que ça va venir. Alors si on parle produit maintenant et si on parle de l'année 2017 qui s'ouvre, quel est le modèle, quels sont les modèles qui vont tirer les ventes en 2017 si on prend les 3 marques? Donc vous avez clairement les lancements très récents, donc que sont dans l'ordre chronologique de lancement nos utilitaires de milieu de gamme Peugeot Expert, Citroën Jumpy qui ont un très bon démarrage, c'est des véhicules exceptionnels. En matière d'usage, de consommation, ils sont faits sur la même EMP2 qui fait le bonheur de d'autres véhicules du gamme. Et ça démarre très fort en matière de volume et ça va aider l'utilitaire. Vous savez que nous sommes le premier constructeur en matière d'utilitaire en Europe. La nouvelle Peugeot 3008 et ses 60 000 commandes. Vous arrivez à suivre d'ailleurs? Non, on n'arrive pas à suivre. C'est très au-delà de ce qu'on avait rêvé. Puisque c'est des rythmes élevés, si vous voulez. Aujourd'hui, le meilleur du segment fait 20 000 ventes par mois en Europe. Donc, vous voyez un petit peu, donc on a beau refroidir nos ardeurs, on voit que ça fait des gros volumes, et donc nous sommes en train de travailler sur notre usine de Sochaux et avec nos fournisseurs pour augmenter la production, et on a déjà annoncé à Sochaux que à l'horizon du 2e trimestre, on est en train de caler la date, on va monter une 3e équipe. Parce que là, on est à quel niveau de délai? Quel délai? Là, ça dépend des versions, mais vous êtes en train d'arriver vers 4-5 mois. Ouais. On a un niveau de commande qui est extrêmement élevé et chaque nouveau pays est un succès sur la matière. Est-ce que vous avez le même niveau de commande pour 3008 en Allemagne et en Angleterre que dans les autres pays? Parce que ce qu'on m'expliquait récemment chez vous, c'est que Peugeot a un léger problème de définition ou d'image de marque sur les marchés qui ne sont pas des marchés secondaires, anglais et allemands. Et c'est là où il fallait porter l'effort. Est-ce que 3008 remonte la pente particulièrement sur ces pays-là? Alors, on se le redira dans quelques mois. Pourquoi? Parce que on a lancé en Allemagne donc assez récemment, et en Angleterre on lance au mois de janvier. Il y a conduite à droite. Et oui, donc ça prend 2 minutes pour mettre le volant de l'autre côté. C'est vrai. On est sur des chiffres en Allemagne qui sont 10 fois la devancière. Donc, ce que je peux vous dire, c'est que on sait que la 3008 précédente avait les pays à succès et les pays où ça marchait pas. Les pays où le client achetait le fait que c'était un crossover et donc était attiré par cet être qui était entre la berline et le SUV, et d'autres pays où les gens comprenaient pas cette notion de crossover. Et donc aujourd'hui, ce que je peux vous dire, c'est que il y a aucun pays dans lequel le nouveau fait calme plat, encéphalogramme plat, où il se passe rien. Les ventes sont dans des multiples de la devancière, à chaque fois très importants, partant d'un point haut parfois, ou partant d'un point bas parfois. Ouais. Alors, les utilitaires, le 3008. La nouvelle Citroën C3, qu'on a lancé un peu plus tard, on l'a lancé en novembre, et on la lance encore au mois de janvier, là encore en Angleterre, en Allemagne, dans des pays majeurs, donc où là on a déjà plus de 40 000 véhicules qui ont été commandés, donc un début très dynamique sur un segment B, véhicule qui est bien accueilli, et donc qui va permettre là, pour le coup, à la marque Citroën de rebondir. Et ce que vous avez pour... Donc celles-là, vous les connaissez, ils ont déjà des chiffres en 2016, ils vont accélérer en 2017, et dans ce que nous avons déjà annoncé, et sur lequel vous verrez un lancement un peu plus tard, on aura aussi la Peugeot 5008, donc un SUV 7 places, produit lui à Rennes. Qu'on a vu au Mondial. Que vous avez vu au Mondial, qui était présenté également, et qui va également booster l'activité du site de Rennes, puisqu'on a annoncé hier le fait qu'on allait monter là encore une nouvelle équipe,
puisqu'il a de l'ADN commun avec la 3008 et donc il est promis également un beau succès. Oui, je dis une bêtise, mais ce site de Rennes dont vous parlez, enfin cette nouvelle usine, a été préférée à une usine en Chine ? Non, c'est pas le cas. On a de plus en plus, on produit dans les régions pour les régions. Non, l'histoire de Rennes que vous évoquez est un peu différente. C'est un fleuron de l'histoire de Citroën dont les volumes et les effectifs inexorablement ont baissé année après année. Et pour autant, c'est un site, une région, des autorités autour, des politiques autour, des syndicats dans l'usine et tout simplement l'ensemble des équipes de Rennes qui ont décidé de reprendre leur destin en main. On a signé des accords, on a amélioré fortement la compétitivité coût et qualité du site, et on a réussi à le ramener à un niveau qui refaisait un lancement de nouveaux véhicules rentables. Et donc aujourd'hui, ils vont certainement faire en 2017 100 000 véhicules, ça leur était pas arrivé depuis des années, et c'est la juste récompense d'un travail qu'ils ont vraiment très bien fait. Denis Astagno. J'éborde sur un sujet que Jean-François avait prévu, mais le fait que Donald Trump ait donné un signal de relocalisation, est-ce que ça va inciter des constructeurs français comme PSA à relocaliser un certain nombre d'usines qui avaient, même en Europe, par exemple, des usines de Slovaquie ou d'Espagne que vous rapatrieriez en France, des productions? Ça dépend si vous considérez que notre marché c'est la France ou c'est l'Europe ou c'est le Doubs de Sochaux, je sais pas. Après, c'est une question de mesure. Honnêtement, vous le savez, aujourd'hui, PSA c'est 1 million de voitures en France. On est de loin le premier constructeur automobile en France qui produit en France 16 modèles d'origine France garantie, donc produit en France, et plus de 50% des composants qui viennent d'usines de fournisseurs qui sont en France. Donc nous, on a un constructeur qui pèse nationalement, pour terminer les chiffres, qui pèse 5 milliards de contributions favorables à la balance commerciale française. Donc aujourd'hui, si vous voulez, en matière de patriotisme économique, j'ai pas trop de difficultés à dire qu'on est dans une situation qui est absolument irréprochable. En la matière, c'est pas un effet d'affichage. Encore une fois, nous, on est en France pour gagner de l'argent, pour que notre groupe soit profitable, et donc on améliore la compétitivité, certes parfois en disant en politique, aidez-nous à améliorer l'environnement économique, les charges, etc., un certain nombre de sujets sur lesquels nous amenons notre voix à celle des autres, mais aussi en nous redressant nos manches. Et on a eu un programme de modernisation site par site pour améliorer encore une fois leur compétitivité et faire en sorte que produire et gagner de l'argent sur des véhicules en France, ça soit encore possible, et tenir ce million de véhicules auquel on tient beaucoup. Au passage, il n'y a pas de petite PSA fabriquée en France ? Il n'y a pas de... Alors ça dépend, il y a une 2008 qui est fabriquée en France, donc c'est une petite... Alors qu'il y a des Yaris, enfin, vous connaissez le débat, mais... Bien sûr. Toyota fait sa Yaris en France. Ouais, mais ça reste aujourd'hui extrêmement compliqué de faire des véhicules de ce segment-là, je vous le confirme, on le voit, on en a encore à Poissy actuellement. Donc, en tout cas, quand on a un tissu industriel qui est le nôtre, on privilégie de mettre les véhicules à plus forte valeur, à plus forte marge, comme une 3008, une 5008, une 508 en France. Et effectivement, dans nos sites coût du travail à moins élevé, les véhicules plus petits. À propos de voitures pas très chères et qui ne seraient sans doute pas produites en France, le low cost, la précédente direction de PSA avait envisagé dans ses projets de créer une marque low cost. Il n'était pas explicitement prévu que ça soit pour l'Europe, c'était plutôt pour la Chine. Est-ce que c'est une idée que vous avez totalement abandonnée, sachant que quand on regarde les chiffres en Europe, le low cost se porte plutôt bien. Alors ça ne serait pas produit ni en France ni probablement en Europe, quoique. Quel est votre avis là-dessus ? Aujourd'hui, c'est un marché, il existe, et effectivement, il se porte globalement bien. Ce sont des produits qui répondent dans un certain nombre de régions, à un certain nombre de clients bien aux attentes. Donc, c'est pas quelque chose que on balaye d'un revers de main de manière un petit peu hautaine. C'est un marché, c'est une réalité, et nous, dès qu'il y a du business à faire, ça nous intéresse. Bon, maintenant, pour se lancer dans le low cost, il faut pas juste le décider au siège parisien en demandant aux ingénieurs de Vélizy de le faire. Vous connaissez l'histoire de Renault et la successorie de Dacia. Elle s'est faite parce qu'au départ, il y avait un fonds de commerce low cost, avec un centre de R&D, des usines, des produits existants sur lesquels après, bien sûr, il y a eu toute une aventure qui s'est greffée, mais il y avait un point de départ. Donc là-dessus,
c'est quelque chose qu'on regarde comme tout le reste de l'industrie automobile en permanence, mais avec beaucoup d'humilité, en sachant que si un jour on y allait, il faudrait qu'on ait un petit peu d'actifs, parce que là, actuellement, c'est pas notre base française qui est très favorable pour ça. Christophe. À l'inverse, alors on voit que c'est le low cost qui cartonne, ou alors c'est le premium. Est-ce que ça vous titille pas, est-ce que ça vous agace pas de voir des marques comme Mercedes faire des années records, BM, Audi, vous vous dites pas, alors là on a raté le coche et bon, DS ça marche pas si bien, et est-ce que le Peugeot n'irait pas sur vraiment une voiture premium? Alors je sais que c'est une question qui revient souvent, mais est-ce qu'aujourd'hui vous posez la question sérieusement en disant allez, on y va? Absolument pas. Pourquoi? Absolument pas. Parce que à chaque fois que vous proposez des voitures qui sont dans les salons, on est tous attirés, tout le monde se dit mais pourquoi ils les vendent pas? Elles sont superbes, elles sont géniales, les prototypes, mais ça aboutit pas en concession. Oui, on reste avec DS5 et avec 508, quoi. Là-dessus, vous pouvez regarder les derniers prototypes, ils ont tous donné un véhicule de série. C'est une règle à laquelle on s'est astreint. Et alors on triche un peu, on vous montre pas 3 ans avant les véhicules, mais on les fait un peu plus petits, plus longs, etc. Mais cette volonté de faire atterrir ça sur des véhicules de série est là. Mais pour revenir à votre question, non, la pire erreur que pourrait faire Peugeot, c'est d'essayer de faire du premium. On n'est pas là pour se couper de tous les clients qui ont 10 000, 12 000, 14 000 euros. On n'est pas là pour devenir élitiste. C'est une marque qui veut être la meilleure des marques généralistes. Et donc, essayer de faire les deux en même temps, c'est le meilleur moyen de se mettre dans le mur. Donc, on a besoin d'une marque premium, on la dote et on sait que ça prend du temps. On sait que ça prend du temps. Donc, je suis ravi de voir votre frustration du fait que DS, ça ne décolle pas assez vite. Cette frustration, c'est notre moteur quotidien, mais nous, on sait que ça prend du temps et qu'on ne veut pas griller les étapes. Il n'y a rien de pire quand vous positionnez des marques que de changer toutes les 2 minutes, d'être opportuniste, de dire « Ah tiens, ça marche, j'ai un bon modèle, tiens, je vais me premiumiser ». Et tout à coup, vous vous coupez d'une base de clientèle et vous faites du pseudo-premium sans l'être vraiment, puisque aujourd'hui... L'opportunisme, vous l'avez quand même, parce que quand vous lancez un SUV, vous collez au marché. Donc vous l'avez bien, cet opportunisme. Vous n'êtes pas philanthrope, vous collez au marché. Donc là, il y a une demande. Pour les SUV, pas pour le premium. Oui, mais pour le premium français. Mais bon. Moi, je vous trouve très très modeste sur cette question, Monsieur Picard, parce que sur la 3008, quand on discute avec les gens de chez Peugeot, ils vous disent on est en train de réussir un pari, c'est-à-dire de vendre cette voiture au-dessus du prix qui est pratiqué par les généralistes parce qu'elle plaît, et on est en train d'attirer une clientèle qui vient du premium. Donc, sans le dire, Peugeot est en train d'essayer de monter sur le premium. Est-ce qu'un jour, ça ne va pas poser un léger problème de conflit d'intérêt avec DS? Si DS réussit à monter aussi sur le premium, comment se fera l'arbitrage sur un certain nombre d'équipements, sur un certain nombre de priorités? Est-ce que vous risquez pas, on vous le souhaite, d'avoir quelques problèmes de riches un de ces jours? Honnêtement, j'allais vous le dire, vous m'avez piqué ma réponse, c'est ok, quand on aura ce genre de problème de riches, on en reparlera. Plus sérieusement, vous avez quand même un parallèle qu'on assume très bien, qui est, vous avez Volkswagen et Audi, vous voyez très bien qu'un groupe arrive à faire les deux, avec pour autant des équipements en commun, et des limites, que c'est pas facile tous les jours, que de temps en temps ça se marche un peu sur les pieds, mais pour autant que ça essaye de faire la différence. Vous avez pas, aujourd'hui, vous êtes capable d'avoir une Volkswagen à 10 000 euros, vous n'avez pas une Audi à 10 000 euros. Donc, encore une fois, aujourd'hui, une 3008, vous en avez une à 23 000 euros. C'est pas de chance, les gens en veulent une à 40 000, la GT full option, parce qu'on les a bien réussi, mais on ne se ferme à personne. Ouais. Et quelqu'un qui veut ce magnifique SUV pour 23 000 euros peut l'avoir avec un moteur tout à fait décent et un intérieur qui sera aussi futuriste, pas tous les matériaux qu'on mettra sur notre version la plus haut de gamme. Mais donc c'est bien ça le généraliste, hein. Il ratisse large, il s'adresse à tout le monde et il ne veut surtout exclure personne. Un mot des énergies, on reviendra sur les produits aussi. Hein. Un mot des énergies, ça nous permettra de parler mobilité un peu plus tard. Le mix essence-diesel, où est-ce que vous en êtes, vous, sachant que chez les particuliers, on roule encore majoritairement en diesel, si les derniers chiffres... ça baisse, mais on est toujours à 51 ou 51%. On est à peine à 40% chez les particuliers sur le diesel. Ouais, c'est en fait, si vous voulez, l'évolution du taux de diesel, c'est intéressant parce que c'est quand même fortement tiré par la France. Il y a des érosions dans les autres pays, mais qui sont loin d'être aussi marquées que chez nous. En France, le B2B est encore, les flottes, c'est encore du diesel. Et puis, si vous regardez les particuliers, sur les segments supérieurs, segment D, 508, C5, etc., c'est encore assez diesel. Puis quand vous descendez vers le segment B, là, c'est 100% essence. Et donc, on voit bien que c'est les petites voitures françaises qui sont fortement basculées en essence qui ont tiré une bonne partie du mix européen. Aujourd'hui, soyons clairs, ces questions de mix, c'est un sujet où nous, on est dans le paquet.
Nos marques généralistes, elles sont à 55% de taux de diesel. Il y a Renault qui est plus haut, Volkswagen juste en dessous, on est dans le paquet. On n'est pas un constructeur diesel du tout. Ceux qui ont une exposition à diesel élevée, c'est les premiums. Les marques allemandes, Volvo, etc., c'est du 70, 75, 80% de diesel. Donc aujourd'hui, voilà, on a un acteur sur le marché qui n'a pas décidé qu'il allait partir en croisade pour une technologie ou pour l'autre, qui développe les 4, essence, diesel, plug-in hybride, électrique, et qui se prépare en fonction des pays, des réglementations, des attentes clientèle, des habitudes, à mettre plus de l'un, plus de l'autre, avec de la flexibilité. Mais qu'est-ce que vous dites au pouvoir public et à la mairie de Paris, par exemple, quand on vous annonce la fin du diesel pour 2020, c'est dans 3 ans? Écoutez, non, moi je peux pas bâillonner les gens, ils disent ce qu'ils veulent. Nous on amène autant d'éléments factuels. Ça a des conséquences pour vous, pour vos usines, pour... Oui, mais si vous voulez, ça sert à rien de s'énerver dans mon coin, de me dire mais qu'est-ce que c'est que ça? Mais c'est une situation. On n'est pas là pour poser des problèmes. Nous on est là pour amener des solutions. Si on nous demande c'est quoi le diesel, on est capable de dire combien ça consomme, combien ça émet, combien c'est filtré, qu'est-ce que ça donne, le fait qu'avec les normes Euro 6, un diesel et une essence émettent autant de particules l'un que l'autre. On sait expliquer tout ça. Et après, derrière, on passe du temps à l'expliquer, mais on n'est pas là pour faire du lobbying, pousser dans un sens ou dans l'autre. On a le portefeuille de technologie, et donc demain, on saura pousser l'un ou pousser l'autre en fonction, encore une fois, des pays. Et faire disparaître l'un s'il le faut. Et faire disparaître l'un si, encore une fois, on nous y pousse. N'oubliez pas que le diesel, c'est une super arme anti-CO2. Bon, en même temps, il faut traiter ces problèmes de particules. On sait le faire. Ça renchérit les moteurs au passage. Donc, à la fin, on verra ce qui sera décidé. Nous, on se tient prêt à tout. Et on verra le résultat. Denis ? Vous avez été longtemps le porte-étendard du diesel, en tout cas en France, avec l'injection directe. Je sais pas, j'étais pas né. Avec le FAP, qui avait été créé par PSA et qui avait été d'ailleurs laissé en libre service pour les autres constructeurs, le filtre à particules donc. Et puis, qu'est-ce qui s'est passé? Vous avez pas, parce que là, vous dites, on a des arguments logiques, etc. Mais est-ce que les politiques entendent vos arguments logiques? Parce que vous avez sans doute souvent affaire à des idéologues quand même. Donc, pas tous, pas tout le temps. Donc on doit certainement améliorer notre capacité d'explication. Mais là-dessus, soyons clairs, l'affaire Volkswagen a mis en difficulté tout le monde. Parce que quand vous le sentez, on vous le dit dans les concessions, oh ben non, le diesel, comme vous trichez tous, ça on l'entend? Ouais, oui, ça existe. Bien sûr, ça existe. Donc notre réponse, elle est simple, c'est... vous voulez comparer un véhicule concurrent avec une Citroën, vous regardez les consommations homologuées. Désolé, c'est le seul étalon qui permet de comparer l'un à l'autre. Par contre, nous, on vous donne la valeur de votre consommation à vous. Et donc, on a publié, suite à des tests qui sont faits par Bureau Veritas, Transparent Environment et FNE, on publie nos valeurs de consommation réelle. Et on dit aux gens, voilà, c'est ça. En n'oubliant pas qu'en fonction de la manière dont vous conduisez, il peut avoir une variation de temps. Donc, nous, on essaye d'amener un maximum de transparence. Juste un petit mot, cette ONG Transport et Environnement, pour parler français, je sais qu'elle est anglo-saxonne, mais c'est vous qui l'avez choisie? C'est PSA qui l'a choisi? Oui, on l'a trouvé. On n'est pas coupé du monde. Ça fait longtemps qu'on a autour de nous des ONG, des acteurs qui nous posent des questions, qui nous questionnent, qu'on invite, à qui on montre notre technologie. Il faut quand même que vous soyez conscients, je fais une petite parenthèse, que si aujourd'hui, PSA n'a pas de difficulté à passer les normes et dans toutes les enquêtes actuelles, etc., ne cesse de montrer que ces véhicules sont les plus performants, c'est parce qu'à un moment de son histoire, et un moment difficile de son histoire, je vous parle des années où on était quand même au bord de la banqueroute, on a pris la décision d'investir dans les technologies les plus efficaces, dont on savait qu'elles coûtaient cher, mais dont on savait qu'elles... Et en particulier la SCR, le filtre inox, et dont on savait qu'il marchait sur les températures, une plage de température large, qu'il marchait dans la vraie vie, et pas qu'en laboratoire. Donc, si vous voulez, on a pris ces décisions. Donc aujourd'hui, fort de cette technologie, on a eu l'occasion de la vendre et de l'expliquer et de la montrer. Et donc, il y a des ONG avec qui on avait des relations, à qui on a dit, tiens, et si vous nous aidiez à mettre de la transparence dans tout ce bazar qui a été créé avec cette crise, Volkswagen, et donc on a trouvé un accord. On s'est mis d'accord avec eux sur ce parcours. C'est pas évident de trouver le parcours qui est le plus représentatif de l'urbain, du périurbain, de l'autoroute.
Et on s'est mis d'accord, et actuellement, c'est eux qui publient les chiffres. Jean-Michel Normand. Monsieur Picquet, vous avez investi chez PSA sur l'électrique, mais quand même relativement modérément. Or, depuis quelque temps, on voit que l'électrique est en train de passer, si j'ose dire, à la vitesse supérieure. On voit de plus en plus d'annonces dans les salons de modèles électriques qui vont arriver rapidement. Est-ce que vous avez les moyens d'investir suffisamment pour rattraper le retard, certes relatif, mais quand même, que vous avez sur l'électrique? Bien sûr. Il y a plusieurs choses qu'on peut dire là-dessus. Bon, factuellement, on est toujours dans le 1% du marché. Donc, mais on sait que ça va augmenter. Et donc, on va être acteur de ça. Alors déjà, on n'oublie pas qu'on a des voitures électriques. On en a 5. Nos ventes, notre part de marché a fortement augmenté. Donc, on a réussi à courir plus vite que le marché électrique, ce qui est une bonne chose. On partait de loin. Et en parallèle, on prépare les futures générations, 4 modèles électriques, qui nous permettront plutôt une chaîne de traction électrique que l'on mettra sur 4 de nos modèles et qui nous permettra d'avoir non seulement 4 modèles électriques, 7 modèles plug-in hybrides dans les années 2019-2020, et donc on sera équipé pour avoir un basculement de notre mix en fonction de, encore une fois, l'évolution du marché et de la demande. Vous allez mettre autant d'argent que Renault ou Volkswagen qui changent complètement de braquet. Je sais pas, on est assez économe en matière de recherche et développement, vous pourrez regarder les chiffres, et donc on continue à compter nos sous et à faire ça avec beaucoup de pragmatisme. Encore avec des batteries Bolloré c'est fini ça. Enfin, c'est pas fini. On a des véhicules avec des batteries Bolloré et on a d'autres véhicules qui seront développés avec des batteries de lithium-ion, je vais dire pas conventionnelles. Classique. Les nouvelles qui nous permettent d'avoir des autonomies supérieures. Alors, on se fait beaucoup titiller sur les batteries Bolloré, etc. Honnêtement, sur ce sujet, comme sur beaucoup d'autres, nous, on a beaucoup d'humilité. Qui sait quelle sera la technologie de batterie unique, dominante, dans 5, 10, 15 ans, on n'en sait rien. Et donc, c'est intéressant d'en voir des différentes. Vous voyez beaucoup d'innovations. On parlait de start-up en off avant le début sur des nouvelles technologies de batterie. Donc, nous, on est surtout très ouverts sur ces questions-là. Vous parlez de sous. Alors, justement, on voit que le prix des voitures grimpe. 24 000 euros, plus de 24 000 euros en France, le prix d'une voiture neuve. Alors, vous dites quoi? Que c'est la faute aux normes qu'on vous impose? Et est-ce que ça vous inquiète? Est-ce que la vente est amenée pas à disparaître, mais en tout cas à changer? Et on voit notamment le boom de la LOA. Donc, est-ce que ça perturbe un peu vos plans? Et on voit aussi le monde de l'occasion qui est en train d'exploser. Vous avez notamment racheté des startups ou des boîtes qui font des véhicules d'occasion. Ça, c'est une nouveauté chez PSA, une réelle volonté de s'intéresser à ce marché qui est énorme. Comment vous voyez ce prix de l'automobile qui ne cesse de grimper année après année? Il est clair qu'il est chargé de beaucoup de choses. Il est chargé des contraintes réglementaires qui augmentent. Alors, contraintes réglementaires, ça fait très négatif, mais c'est des véhicules qui émettent moins et qui sont plus sûrs. Donc, c'est bon pour nos clients. C'est aussi une demande des clients. Exactement. C'est pour ça que je dis contraintes réglementaires, mais ça va dans le bon sens pour les attentes de nos clients. Et nos clients, ils veulent aussi des véhicules qui soient plus connectés. Donc, les demandes des clients augmentent de manière très importante. Alors, pour ceux qui veulent pas tout ça, il y a quand même le minimum, qui est le réglementaire, comme je le disais. Et donc, aujourd'hui, on continue à avoir des prix d'entrée qui n'excluent pas totalement la totalité de nos clients. Donc ça, c'est un point qui me rassure. L'autre point, vous l'avez cité, c'est le fait qu'on a une explosion des ventes de location avec option d'achat ou location longue durée. Comment vous l'expliquez? Parce que ça coûte plus cher. Oui, enfin ça coûte plus cher. Les gens voient la mensualité, se disent tiens, pour 150 euros, ou pour 99 euros, ou pour 250 euros, je peux avoir un véhicule. Et effectivement, ils y trouvent tout leur intérêt. Et quelque part, l'un des autres moteurs, c'est ce phénomène de société où on va de plus en plus de la propriété à l'usage. C'est pas juste du marketing, c'est la réalité. Et donc, le fait je possède ma voiture, il y a des gens qui disent, bon, si je peux l'utiliser pour 150 euros par mois, ça me va très bien. D'ailleurs, vous ne communiquez quasiment que là-dessus, l'ensemble des constructeurs. C'est-à-dire qu'on voit une voiture en publicité, on voit plus le prix réel, c'est la LOA qui est Parce que comme on fait des véhicules de qualité, dont on s'assure que leur durabilité est bonne, et comme on fait en sorte que les prix d'occasion de ces véhicules soient bons, leur prix à la revente, et bien derrière, nos fameuses valeurs résiduelles augmentent. Et quand nos valeurs résiduelles augmentent, ça permet de faire des loyers
qui sont abordables. Vous avez déjà entendu une fois ou l'autre dire les véhicules premium sont pas si chers que ça dans le loyer, c'est parce qu'ils ont des bonnes valeurs résiduelles. Les valeurs résiduelles de la nouvelle 3008 sont excellentes. Jean-Michel Normand. Est-ce qu'il n'y a pas un phénomène qui vous interpelle aussi, c'est l'augmentation de l'âge moyen des acheteurs? Parce que les voitures sont de plus en plus chères, effectivement, parce que les gens qui achètent des voitures ont de plus en plus de moyens et achètent des voitures de plus en plus chères également. C'est pas un problème comme ça? On est à 55 ans, voire davantage maintenant. Il y a plusieurs questions autour du point que vous soulignez qui est très juste. Il y a aussi nos acheteurs vieillissent. Il y a cette soi-disant désaffection de la jeunesse pour l'achat de la voiture, les gens qui ont le permis plus tard ou qui en ont moins, etc. Et ça, c'est vraiment des phénomènes très intéressants à regarder. Vous dites soi-disant, ça veut dire que vous n'y croyez pas? Non, ça veut dire que, enfin, moi, je suis un peu, il me faut des chiffres. Moi, je suis un peu, désolé, un peu terre à terre. Et j'ai vu des études aux États-Unis en particulier qui montraient que les fameux millennials là, en fait, ils vieillissaient. Ils font des enfants. Ils ont besoin d'un 3008. Et que finalement, un statut dans la société, c'était important. Bon, maintenant, j'ai vu tout et son contraire. Donc, c'est vraiment des tendances qu'on regarde de très près pour dire est-ce que c'est juste que les jeunes vieillissent et qu'ils vont plus tard à l'automobile parce qu'ils font leurs études dans des centres urbains, parce que il y a plein de raisons qui pourraient expliquer ça, et à un moment, ils y passent quand même, ou est-ce qu'il y a vraiment un recul, une désaffection? J'ai pas vu de tendance évidente, donc on regarde ça de très près. C'est vraiment une question intéressante. Denis. Alors la LOA ou le LLD, c'est bien, mais qu'est-ce qu'on fait des voitures après? Je sais bien que c'est pas forcément le problème des constructeurs, c'est celui des revendeurs aussi, mais n'empêche qu'une fois, après 4 ans ou après 5 ans, qu'est-ce qu'on fait des voitures? On retombe sur ce passionnant marché de l'occasion qui est très important, sur lequel il y a vraiment beaucoup de travail à faire. On a, en général, quand on m'interviewe, on parle du véhicule autonome, du véhicule électrique, etc. Mais dans notre magnifique industrie, il y a plein de sujets passionnants à notre porte, plus près du garage traditionnel, le VO, la pièce de rechange. Il y a plein d'industries sur lesquelles il ne vous a pas échappé qu'on a été très actifs, parce que on voit aussi dans ce monde qui bouge beaucoup de capacités de développer nos activités. C'est le cas du véhicule d'occasion, donc nous n'avons aucune inquiétude de développer des activités qui vont nous ramener des véhicules à 36, 48 mois derrière, puisqu'on va s'occuper de les revendre en véhicules d'occasion, et ça c'est bon pour notre business également. Mais par exemple, si la mairie de Paris interdit le diesel, qu'est-ce qu'on fait des véhicules diesel d'occasion? Ils vont perdre évidemment énormément. C'est le risque. Mais vous avez vu, on a beau avoir eu une affaire Volkswagen, les valeurs résiduelles des diesels sont pas effondrées, on a posé 150 fois les questions, on a regardé, c'est pas évident, donc les vérités sont successives, on peut pas tout prévoir. À un moment, si ça bouge fort, on s'adaptera, on sait faire. Puisque vous évoquez le VO, le mariage avec Aramis se passe comment? Très bien, c'est très intéressant, on apprend beaucoup de choses, c'est des domaines que l'on connaît pas bien, et il y a Aramis, il y en a d'autres. Le fait, nous, de travailler de très près avec des startups plus ou moins petites ou importantes, comme on le disait tout à l'heure, nous apprend énormément de choses. Et en tout cas, on voit très bien que aujourd'hui, on a des clients, des prospects qui se disent tiens, je vais acheter un véhicule d'occasion, mais je ne le ferai que chez Peugeot parce que il y a que là que j'ai confiance. Super, bienvenue, venez, on a des garages partout en France et on a une offre intéressante. Il y en a d'autres qui disent non, moi je vais être sûr de tirer le bon prix, donc je vais aller sur Internet, Aramis, etc., je vais trouver des choses. Donc en fait, nous on s'organise pour répondre aux envies, aux peurs, aux volontés de tous nos clients, et on voit bien qu'aujourd'hui être juste Citroën ou DS ou Peugeot, parfois ça suffit pas, et donc on s'organise pour être capable d'être en face de tous nos clients. Jean-Michel. L'autre grande question de l'automobile, c'est la voiture autonome. Quand avez-vous l'intention de mettre sur le marché non pas des voitures autonomes, parce que ça c'est pas pour tout de suite, mais des éléments de ce qu'on appelle de délégation de conduite, c'est-à-dire des équipements qui permettent à un certain moment, notamment sur autoroute par exemple, de ne plus avoir à assurer 100% de la conduite de la voiture. Alors, ça va arriver quand? Je vais dire, ça, c'est déjà là. Oui, c'est déjà là en partie. Mais... Okay. Non, je vous parle sérieusement. Moi, dans l'entreprise, on a des roadmap de développement des ADAS. Donc on dit, voilà, sur tel véhicule, on va lancer tel niveau d'autonomie, et puis de plus en plus. Sur la 3008, on m'avait dit, bon, tu verras, il y a l'étape du véhicule, ça règle un petit peu tout seul la distance avec devant, ça s'arrête tout seul, etc. Mais quand vous roulez ça, c'est juste génial. Hein, c'est juste génial.
mes embouteillages quotidiens pour me rendre à mon travail avec ce système-là fait que si à un moment donné je suis pas encore réveillé, le véhicule s'occupe pour moi. J'ai à être réveillé, hein, la loi me l'impose, mais ça met un confort de conduite extraordinaire. Et ben, chaque génération de véhicules qu'on va amener son lot de plus. Et les futurs véhicules qu'on va lancer, les prochaines générations, vous aurez en plus le maintien dans la file, etc. Après, vous avez les étapes réglementaires, on lâchera les mains. Donc ça, pareil, ce sont des choses qui développent. Et donc, on est en train de faire tous ces développements en parallèle. Vous savez qu'on était les premiers à avoir l'autorisation de rouler sans les mains sur le volant en France, qu'on en a profité pour faire 60 000 km avec des Citroën C4 Picasso. On est en train de développer nos algorithmes, de développer nos composants pour être prêts, avec les différentes étapes, à aller de plus en plus vers le véhicule autonome. Est-ce que la loi va suivre ? Oui, oui, bien sûr, la loi va suivre. Elle a commencé d'ailleurs. Oui, bien sûr. Il faut qu'on dise un mot de la Chine. Vous avez passé quelques années, je le disais en introduction. Les ventes de PSA ont reculé de pratiquement 16% en Chine et en Asie du Sud-Est, moins 20% pour Citroën. Comment est-ce que vous l'expliquez ? On a vraiment une petite crise de croissance en Chine. Vous pouvez regarder le cumul des dernières années. On a eu vraiment une dynamique de nos ventes qui était très forte, une croissance de notre réseau qui était très forte. On a ouvert 100 nouvelles concessions, les grosses concessions, celles que vous trouvez juste à l'extérieur des villes aujourd'hui en France, 100 nouvelles Peugeot, 100 nouvelles Citroën et des concessions DS tous les ans. Donc on a eu un rythme assez élevé et à un moment donné, on a commencé à avoir effectivement des difficultés de financement de notre réseau, donc un peu une crise de croissance où cette course en avant vers la croissance, on a eu du mal à la digérer, plus le trou dans le plan produit que j'évoquais tout à l'heure qui a aussi touché la Chine. Donc on a les deux qui sont croisés un petit peu en même temps en 2016. On est en train de s'occuper de notre réseau, on est en train de s'occuper d'amener nos véhicules et nos derniers lancements sur la Chine pour mettre de nouveau ça en ordre de bataille. Et on a fait pour la marque Peugeot un mois record au mois de décembre, 4008 et la 3008 chinenaise est partie. Et donc ça y est, on va remettre la croissance au menu. Alors la Chine pourrait imposer à tous les constructeurs automobiles un quota de véhicules électriques ou hybrides à produire sur le sol chinois. C'est un projet pour l'instant, mais si ce projet se concrétise, ça a quelles conséquences pour un groupe comme le vôtre ? Vous voyez, n'oublions pas quelque chose de très simple. La Chine, de manière connue, dans son plan quinquennal, dit qu'elle veut que les constructeurs chinois représentent 60% du marché. Une fois que vous avez compris ça, tout ce que vous voyez, ce ne sont que le nouveau truc, la nouvelle astuce, le nouveau moyen, la nouvelle politique pour essayer petit à petit d'y aller. Il y a une super condition d'entrée qui s'appelle des joint ventures à 50-50. Donc on est en partenariat avec Dongfeng, qui est devenu depuis notre actionnaire, et avec qui on fait ce super développement qu'on fait en Chine. Il ne reste pas moins que régulièrement, l'État dit, tiens, il faut créer des voitures de marque propre, de marque locale, pour essayer de ramener encore plus de technologie. Donc voilà, ce sont des contraintes. L'intérêt, c'est qu'elle s'impose à tous. Donc on est tous les constructeurs internationaux soumis aux mêmes contraintes. Il y avait, comme vous le disiez, des limites, par exemple, dans le capacitaire. Vous voulez ouvrir une nouvelle usine en Chine, il faut être capable de montrer que vous aurez X% de la production qui en sortira, qui sera faite de véhicules à nouvelle énergie. Et puis on a un pays, vous le savez, qui consomme beaucoup de charbon, qui consomme beaucoup de pétrole, même s'il n'en produit pas, et qui donc est très intéressé par cette bascule vers la technologie, vers les véhicules électriques. Donc voilà, tout ça, c'est simplement la Chine qui essaie de faire grandir son industrie et de faire progresser les produits. Bon, voilà, c'est les règles du jeu, à nous d'être bons dans ce contexte-là. Est-ce que ça risque pas d'avoir des effets d'entraînement sur d'autres continents ? À partir du moment où la Chine dit 20% de voitures électriques ou hybrides, on peut considérer que ça va faire baisser le prix de ces voitures et permettre à d'autres continents de faire aussi un peu la même chose ? Oui, tout à fait. Il y a beaucoup de volontarisme, c'est-à-dire que dans tous les plans qu'ils annoncent, par exemple, ils annoncent des prix de la batterie qui sont extraordinaires, bas. Donc si on atteint ces prix-là, bien sûr, l'équation tout à coup elle est résolue. Mais ça va aider le volontarisme, mais ça fera pas tout. Donc ça fera peut-être que, à un moment, quelques années après la date, parce que l'effort, tout le monde s'y sera mis, les prix vont baisser, on réussira. Mais parfois, ça suffit pas d'avoir la volonté pour que concrètement ça se réalise. Un mot sur une tendance. Vous êtes le patron de l'Europe. On voit se développer les boîtes automatiques. Alors, est-ce que c'est le cas chez PSA ? Et est-ce que, d'après vous, on va arriver à des niveaux qui sont aussi extraordinaires et incroyables qu'aux États-Unis ou au Japon, par exemple ? Ou en Chine. C'est vraiment une tendance de fond. Oui, c'est une tendance de fond. C'est une tendance de fond. Alors nous, on la voit particulièrement parce que c'est assez fort chez nous. On était sur le 308. Rattrapage. Oui, non, surtout. Sur 308, sur 208. En fait, depuis, vous le savez, on a lancé en 2011 une excellente boîte de vitesse, 6 vitesses, EAT6,
sur 508, et depuis on a eu de cesse de la descente sur notre gamme. On l'a lancé encore récemment sur 2008 et sur 208. Boîte japonaise, exactement, vraiment excellente en matière de prestations, ça c'est fiable. Dite et fiable, ça j'en suis sûr, je le mesure. Et donc ça nous fait un effet de rattrapage. Donc nous on voit effectivement l'augmentation de ces taux d'automatisation. Après, est-ce qu'on va atteindre les niveaux astronomiques des US ou de la Chine? Je sais pas. C'est des pays dans lesquels la boîte de vitesse manuelle, elle est presque plus dans le... n'existe plus. Bon, alors que chez nous, il y a encore des gens qui sont attachés, mais ça va. Pour moi, la croissance, elle est inéluctable. À tel point que vous proposez vos nouveaux véhicules avec davantage de boîtes auto que de boîtes mécaniques. Bien sûr. C'est quoi? C'est plus de 50% sur... Enfin, ouais, on a plus d'offres. Bon, là, sur les véhicules haut de gamme dont on parle, oui, on aura facilement plus d'offres de boîtes automatiques que de boîtes manuelles. Parce que ce sont beaucoup des marchés entreprises, flottes, qui sont fortement en boîte automatique, donc tout s'aligne pour aller dans cette direction, tout à fait. Le prochain grand salon, c'est Genève, je ne dis pas de bêtises. Qu'est-ce qu'on y verra? Un beau stand PSA, évidemment, comme d'habitude. Bien sûr, mais... avec plein de bonnes choses à vous raconter. Oui. Venez nous voir. Évidemment, les nouveaux produits attendus. Les nouveaux produits en vedette, Oui. un petit peu d'éclairage sur la suite, des choses appétissantes. La 3008 et la C3 en finale du concours de la voiture de l'année, enfin, ça va être passionnant. Est-ce que vous serez à Francfort? Alors, la réponse est oui et non. Ça dépend à quelle marque vous parlez. Peugeot n'y sera pas. Citroën y sera et DS et Peugeot n'y seront pas. Pourquoi? Parce que au moment de Trop cher Francfort, au moment de Francfort, il n'y a rien à dire de spécifique. Être dans ces salons-là, au-delà même de la question des coûts, si vous avez pas d'autre chose à faire que de montrer votre gamme, dire que vous avez bien travaillé vos moteurs, etc., et que vous avez une animation de mi-vie qui passe, honnêtement, on voit très bien que les gens, ils ont un temps limité, ils se ruent sur les nouveautés, et je les comprends. Donc en fait, on adaptera notre présence en fonction de ce qu'on a à raconter sur les salons mondiaux auxquels on participe, et on trouve ça très bien. PSA n'était pas à Las Vegas, au CES de Las Vegas. Vous n'étiez pas à la Détroit, mais ça c'est normal, vous ne prenez pas la voiture des États-Unis, donc bon. Mais vous n'étiez pas à Las Vegas, qui est un salon mondial de l'électronique. Est-ce que vous y serez? Est-ce que vous avez l'intention d'y aller dans les années qui viennent? Ou est-ce que vous n'avez rien à montrer de spécial en électronique? Il y a deux choses à dire. La première, même réponse. Pour aller quelque part, il faut avoir quelque chose à raconter de spécifique. Bon, et puis si vous voulez, vous laissez ça on aux fait attention équipementiers. aux effets de mode. Las Vegas. Vous pensez que c'est un effet de mode? C'est une bulle? Non, excusez-moi, c'est évident. Enfin, je ne vous insulte pas en disant ça. Vous voyez bien qu'il y a un effet de prisme. Regardez la couverture médiatique, etc. Alors, il y a plein de choses intéressantes. Ce qui me fait plaisir, c'est de voir d'ailleurs des startups qui remontent au milieu de tout ça parce que Dieu sait qu'elles méritent la lumière. Nous, on s'interdit absolument pas d'y aller puisque c'est un salon mondial. Donc, c'est pas une question de on est aux US ou on n'est pas aux US. Simplement, il faut avoir quelque chose de spécifique à raconter. Et là, c'était pas la fenêtre de tir. Merci Maxime Picat d'avoir Merci à participé à ce Face à la presse d'Autocassette. On vous souhaite une très belle année 2017 ainsi qu'au groupe. Merci encore, merci à vous.